l'arrestation de quelqu'un qui est en activité syndicale est une violation grave. Les retenues de salaire, alors que les camarades ont fait quelques jours de grève, on retient le salaire tout entier, est une violation grave. Même ma radiation est une violation grave. Donc la Côte d'Ivoire a créé les conditions d'une plainte. Violation des libertés syndicales. Une menace de plainte plane sur la Côte d'Ivoire. Dans une interview exclusive, David Bliblé, porte-parole principal de l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale, ISMENA et METFPA, revient sur les semaines de tensions ayant opposé les syndicats au gouvernement. Ces dernières réclament notamment l'octroi de la prime d'incitation. Selon le représentant syndical, la répression, les ponctions salariales et les arrestations subies par les militants constituent une grave atteinte aux droits syndicaux, pourtant garantis et consacrés par la Constitution ivoirienne. Cette situation pourrait conduire à un dépôt de plainte devant les instances juridiques compétentes. Découvrez l'intégralité de cet entretien où David Bliblé expose sans détour les dessous de ces mouvements de revendication. J'ai cette injustice sociale, il faut octroyer des primes à l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on est plus que déterminé. Parce que quand tu sais que tu es en train de défendre une cause juste et noble, rien ne peut t'arrêter. Les enseignants sont prêts. Je voulais saluer l'Audace 24 TV pour l'opportunité que cette télévision nous donne pour pouvoir échanger sur la question de la lutte que nous menons au niveau du secteur éducation-formation en Côte d'Ivoire. Alors, vous parlez tout à l'heure du cas de ma radiation. Je voudrais tout simplement dire que cette radiation a été un coup que l'autorité m'a apporté, tout simplement parce que nous étions en lutte. C'est un abus de pouvoir, comme dirait l'autre. Et moi, pour ma part, c'est une injustice parce que dans notre administration, il y a un certain nombre de grades. Pour chaque grade, on sait quand est-ce que ceux qui sont dans ces grades-là doivent aller à la retraite. Quand on est de A4, on doit aller à la retraite à 65 ans. Et donc, quand tu as pris fonction dans un emploi donné et que tu es en train tu as rempli toutes les conditions, et il va de soi que l'État produise l'arrêté. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, je l'ai dénoncé, mais je pense que la question va être réglée. Dans tous les cas, la question va être réglée. Elle a été soulevée lors des discussions. Mais comme je l'ai dit, c'est un coup qui a été porté pendant la lutte. Maintenant que nous avons retrouvé la table de discussion, toutes ces questions vont être réglées. Un coup, ça veut dire que normalement, si j'étais resté sans être l'un des grands acteurs de cette lutte-là, je n'aurais pas eu ce coup. Je serais maintenu dans mon emploi. Parce que nous sommes près de 36 admis. Les 35 autres qui ne sont pas des leaders de cette lutte-là sont restés dans l'emploi. C'est pourquoi je parle de coup. Sinon, quelqu'un qui est admis à faire valoir ses droits à la retraite, quand tu es dans un grade donné, tu sais quand tu dois aller à la retraite. Et donc, ça n'appelle pas de commentaires. Ça se vit. C'est une réalité, c'est la loi. C'est parce que la loi n'a pas été respectée qu'on parle de ou qu'on parle d'abus. Les fondements de notre revendication, il faut le dire, depuis que le président Houphouët-Boigny a mis en priorité la fonction des enseignants, un certain nombre de faveurs ont été donc accordées aux enseignants de Côte d'Ivoire. Nous étions dans un statut particulier, mais aujourd'hui, avec l'évolution de la vie, l'État qui a eu plusieurs priorités
à arriver à un certain moment, essayer de mettre les enseignants pratiquement au même niveau que les autres fonctionnaires. Et il y a eu une petite différence concernant le statut. Quand je dis au même niveau, la majorité des enseignants ont droit à une indemnité de logement par rapport aux autres fonctionnaires qui sont en dehors des corps habillés. Les enseignants avaient une indemnité de logement. Et aujourd'hui, cette indemnité de logement est octroyée à l'ensemble de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Les enseignants avant, au niveau du secondaire, avaient droit même à un bail où tout leur était octroyé. Mais ces avantages-là ont été perdus depuis longtemps. Et donc, arrivé à un certain moment, compte tenu de la cherté de la vie, compte tenu des conditions de travail qui étaient devenues difficiles, l'enseignant n'avait que simplement son seul salaire. Et c'est avec ce salaire-là qu'il pouvait même prendre des actes de dépenses pour son activité professionnelle. Pour acheter un ordinateur, pour acheter une connexion Internet, l'enseignant est obligé de le faire aujourd'hui. Parce qu'il faut faire un peu de la recherche, de la documentation, pour qu'il puisse donner son cours. Et même ceux qui sont dans les emplois d'encadrement n'ont aujourd'hui pas d'indemnité par rapport. Ils n'ont pas de carburant. Et cela met véritablement l'enseignant en difficulté dans l'exercice de ses fonctions. Alors que d'autres faveurs ont été, des faveurs non moins les moindres, ont été accordées à un certain nombre de fonctionnaires, dont vous parlez, ceux des régies, mais je crois que près de 16 ministères ont des primes. Pour nous, pour corriger cette injustice sociale, il faut donc octroyer des primes à l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Et particulièrement pour nous qui sommes enseignants, c'est pourquoi nous nous sommes levés pour que cette injustice sociale-là soit corrigée. Et aujourd'hui, je pense que pour cette question fondamentale, nous avons pleinement étalé notre plaidoyer auprès de l'État qui a compris le bien fondé de notre action. Donc, nous luttons pour l'amélioration de notre bien-être social, professionnel, pour que l'enseignant puisse se retrouver dans de meilleures conditions et donner la pleine mesure de ses capacités. Parce que le métier d'enseignant est un métier essentiel. Le développement d'un pays ne peut pas se faire s'il n'y a pas un système éducatif de qualité. Si vous posez les questions de cette façon, c'est grave. C'est grave. Pour qu'il soit en régie, là, il a fallu qu'il soit enseigné. Voilà. Et l'enseignant se trouve dans le plus profond coin du pays. Là où il n'y a pas de fonctionnaires. Parfois même, il n'y a pas de route. D'autres prennent des pirogues pour aller retrouver leur... Et c'est ça qu'il faut encourager. Et c'est pourquoi on parle de la prime d'incitation. Parce que l'éducation, c'est la base du développement d'un pays. Si des gens ne sont pas bien éduqués, quelles que soient les ressources, vous voyez, quand un pays est propre, c'est l'éducation. Quand, au plan civique, les gens ont une bonne manière de se comporter, c'est l'éducation. Tout part de l'éducation. Et c'est pourquoi, dans certains pays européens comme l'Allemagne, les enseignants sont très bien traités. Voilà. Les enseignants sont très bien traités. Et je pense que nous encourageons cela. On ne dit pas aujourd'hui que les enseignants, seuls les enseignants aient les mêmes prix, mais qu'on crée les conditions d'une éducation de qualité. Parce que du point de vue éducation, les résultats de notre système éducatif sont vraiment, laissent à désirer. Concernant la prime, nous sommes partis de la catégorie D.
au grade A7. Pour la catégorie 2, nous avons proposé 150 000. La catégorie 2, ça veut dire des chauffeurs, voilà. La catégorie 2, d'un certain nombre de travailleurs. Parce que quand on parle du secteur éducation-formation, c'est les travailleurs du ministère. Ils ne sont pas tous nécessairement enseignants. Donc, catégorie 2. Et catégorie D, 150 000. Catégorie C, 200 000. Catégorie B, 250 000. Catégorie A, grade A3, 300 000. Grade A4, A5, 350 000. Grade A6, A7, 400 000. Voilà donc les différents montants que nous avons proposés. Et je voudrais dire par rapport à ces montants, c'est les plus petits montants. Par rapport, quand on va voir les régies financières, ils ont des primes qui varient de 1 million à près de 10 millions. Effectivement, nous sommes en lutte. Hein. Les arrestations qui sont intervenues, les 36 camarades par rapport à notre assemblée générale, le 8, ou même nous-mêmes, nous avons été violemment interpellés, moi, tout le directoire de l'IS MENA et le camarade Assis Dugari, qui a été donc emprisonné. Et en plus, il y a d'autres camarades à Bouaké, à Korobo, qui ont subi le même sort. Mais là, je dis, ce sont des actes d'intimidation. Le gouvernement essaie de s'imposer pour pouvoir, ça c'est la force publique, hein, et il faut parfois utiliser la force publique pour freiner notre ardeur, mais je ne pense pas que ça soit la meilleure voie. Et malgré cela, je crois que nous avons maintenu notre pression et ça a amené le gouvernement à comprendre qu'il faut retrouver la table de discussion pour apporter des solutions. Et aujourd'hui, on est plus que déterminé. Parce que quand tu sais que tu es en train de défendre une cause juste et noble, rien ne peut t'arrêter. Alors, si la ministre de l'Éducation nationale accepte aujourd'hui d'être notre avocat, c'est tout à notre honneur de dire que nous, nos préoccupations sont aujourd'hui des préoccupations légitimes. C'est parce que le gouvernement a compris que la lutte que nous sommes en train de mener était une lutte importante, était une lutte qui était donc légitime. Donc, pour nous, le CAM est aujourd'hui revenu pour exécuter l'accord. Avec ça, quand le CAM est revenu, on a eu un chronogramme qu'on a établi de commun accord avec le gouvernement depuis Grand Bassam. On a apporté des effets collatéraux à l'intention du gouvernement. Il y a aussi la question de la violation de la liberté syndicale que nous avons énumérée et pour lesquelles notre ministre a décidé de prendre cause pour pouvoir restaurer cette liberté syndicale au niveau de son département. Je pense que ce sont donc de très bonnes choses. Cela veut dire que véritablement on s'est compris. Pour un syndicaliste, une trêve, si ça peut lui permettre de régler ses préoccupations, c'est une très bonne chose. Par contre, si la trêve doit museler l'action syndicale, nous n'accepterons pas. Par contre, si on utilise la grève pour faire du dilatoire, on n'acceptera pas non plus. Et c'est parce que certains de ces faits que je viens d'énumérer sont rentrés en ligne de compte que nous nous sommes levés. Parce qu'il y a un article de la trêve sociale qui stipule que les nouvelles questions qui sont soulevées pendant la trêve doivent être reçues et traitées. Et la question de la prime est une nouvelle revendication. Il fallait que l'État traite correctement cette question, mais c'est l'inaction de l'État qui a provoqué tous les mouvements que nous avons faits.
Mais l'arrestation de Dugarry est une violation de la liberté syndicale, c'est un abus d'autorité. D'abord, les conditions de son interpellation. L'heure à laquelle ils sont allés, aux environs de 23h minuit, on va au domicile de quelqu'un. Et voyez-vous le traumatisme que ça a causé à la famille. Au niveau des procédures, c'est une grave violation des droits de l'homme. Et puis, l'action, sinon le motif pour lequel il est interpellé, la liberté syndicale. La liberté syndicale s'exerce aux heures de cours. Elle s'exerce pendant les périodes de travail. Le syndicaliste assiste le travailleur en pleine activité. Donc, elle ne peut pas se faire hors. Et c'est pourquoi la Convention 87 de l'OIT stipule à son article 3 qu'il ne faut pas restreindre la liberté syndicale. Et donc, le gouvernement aujourd'hui, en arrêtant Dugarry, viole d'abord la Convention 87 que la Côte d'Ivoire elle-même a ratifiée. Et puis, je pense que cette convention peut-être, pour nos hommes de loi, je ne pense pas qu'ils ne savent pas cette convention, c'est un abus. Donc c'est une violation grave de la convention, qui peut même nous amener à porter plainte contre la Côte d'Ivoire au sein de l'Organisation internationale. Parce que toutes les conventions qui sont signées par rapport à ces conventions, eh bien donc, le pays, on vérifie l'application des conventions. Et depuis un bon moment, au niveau syndical, la violation de la Convention 87 est courante dans notre pays. Et donc, il faut que ça cesse, parce que ces conventions, si on les appelle même conventions fondamentales, ont été ratifiées par notre pays, c'est pour que le travail soit décent. Ça veut dire que le travail, l'exécution du travail se passe dans d'excellentes conditions. Et l'intervention de la force est une violation de la Convention. Donc, l'arrestation de notre camarade, c'est un abus du pouvoir, devant lequel nous ne pouvons pas reculer. Les motivations sont nettes. D'abord, la loi de 92, qui stipule qu'il faut donner un récépissé. Alors que, comme je l'ai tout à l'heure dit, la Convention 87, à son article 3, dit qu'il ne faut même pas prendre d'acte qui va réduire, restreindre l'action syndicale. C'est une restriction de l'action syndicale. Deuxièmement, l'arrestation de quelqu'un qui est en activité syndicale est une violation grave. Troisième élément, les retenues de salaire, alors que les camarades ont fait quelques jours de grève, on retient le salaire tout entier, est une violation grave. Même ma radiation est une violation grave. Donc on a les éléments pour alimenter la plainte. On a vraiment les éléments. La Côte d'Ivoire a créé les conditions d'une plainte. Et il faut que toutes ces conditions pour nous, pour que cela ne soit pas, il faut que la loi elle-même, elle soit révisée, et puis que notre gouvernement essaye donc de ne pas commettre ces genres d'actes. Mais aujourd'hui, les faits sont là têtus. Nous n'allons pas bouder notre plaisir s'il s'agit de porter plainte. Merci pour l'établissement de la justice sociale. Est-ce que ce sont nos actions qui vont amener les autres? Quand dans une chaîne de télé, une chaîne nationale, bien suivie, le directeur général de la fonction publique dit sur 33 ministères, il y a 16 ministères qui ont des avantages et d'autres n'y ont pas. C'est pas nous qui excitons, c'est plutôt le gouvernement qui crée les pouvoirs. Donc pour nous, si notre action peut amener les autres à lutter pour qu'ils aient des prix, mais ce sera que salutaire s'il y a des gens.
plus de la moitié des fonctionnaires qui sont les enseignants. Ils sont là. Et comme on dit, il reste la moitié des ministères. Et puis, il y a plus de la moitié des ministères qui ont déjà des primes. Ça veut dire que ceux qui restent seront insignifiants. Donc, je pense que par rapport à cette question même, l'État pourrait élargir. Et ça, nous savons que le président de la République est d'une magnanimité qui est telle qu'ils peuvent donc l'octroi de la prime élargir aux autres fonctionnaires. Nous ça nous ferait que nous ne ferions qu'applaudir cette action de la part du gouvernement. Alors, les arrestations, les suspensions, les ponctions, toutes sortes de violations de la liberté syndicale, oui, ce sont des difficultés que nous avons rencontrées en route. La route d'une lutte n'est pas linéaire. Elle est parsemée d'embûches. Voilà les difficultés qu'on a rencontrées. Mais nous avons, malgré ces difficultés, nous avons continué la lutte et la mettre en une position telle que aujourd'hui, la question du traitement, la question du traitement de la question principale est d'actualité. Parce qu'un chronogramme a été donc établi de façon consensuelle avec le gouvernement, depuis l'atelier de Grand Bassam. Ensuite, nous avons interpellé le gouvernement qui a pris la pleine mesure au plus haut sommet de l'État, avec le Premier ministre, sur la question des ponctions et des violations de la liberté syndicale. Donc, pour nous, je pense que les coups que nous avons reçus, c'était dans la marche. Nous étions en lutte et nous savions que toute lutte peut amener des effets collatéraux. Mais ces effets collatéraux ne devaient pas nous faire perdre l'essentiel. L'essentiel, c'est lutter pour l'octroi de la prime d'incitation en faveur des personnels enseignants du secteur éducation-formation. Et là, les enseignants sont prêts pour cette lutte-là. À ce jour, ce qui est arrêté, c'est qu'on a un chronogramme qu'on doit exécuter du 30 avril au 15 septembre. Le 15 septembre, on pense qu'avec ce chronogramme, tous les travaux qui doivent être effectués pour que le gouvernement décide seront faits. Et parallèlement à ce chronogramme, au mois d'août, il y aura une évaluation de l'avancée du chronogramme. Donc déjà, concernant la question principale, je pense qu'un travail est fait, que nous suivons de façon rigoureuse. Ensuite, pour les effets collatéraux, nous avons soumis ces questions-là au gouvernement, aux différents ministres. Et cela a eu un retentissement au niveau des centrales syndicales, qui, lors de la fête du 1er mai, ont donc aussi sont revenus sur ces questions. Et le gouvernement, au plus haut niveau avec le Premier ministre, a dit être notre avocat auprès du président de la République pour que ces effets collatéraux-là soient corrigés. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie et c'est ça qui a ramené la paix. Et notre souhait, c'est que nous restions dans cette étape de dialogue pour que les choses se terminent bien et pour que le travail continue. Parce que notre devoir en tant qu'enseignant, c'est de contribuer à une éducation de qualité pour notre pays. Et c'est pourquoi nous nous battons, pour que nous ayons les moyens nécessaires, pour que nous soyons au plan social, au plan professionnel, dans de meilleures conditions pour donner la pleine mesure de nos capacités. Ma satisfaction ne sera totale que lorsque la prime d'incitation va être octroyée à l'ensemble des enseignants de Côte d'Ivoire. L'État et nous sommes compris. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je pense que le chronogramme que je viens de citer et le positionnement de deux différents ministres pour avoir accompagné cette question-là, on vient de matérialiser ça par leur engagement. Donc, c'est un engagement commun qu'on prend donc pour qu'on octroie donc cette prime d'incitation au personnel du secteur éducation-formation. Donc, pour l'heure, je suis satisfait du parcours à mi-chemin, mais ma satisfaction, celle du directoire ne sera totale que lorsque l'État va prendre le décret avec les éléments nécessaires pour dire qu'on a octroyé la prime aux enseignants du secteur éducation-formation.